Bienvenue sur le ring, l'ODJ, TV Radio, professeur Saïd Afif. Merci, c'est Rachid, c'est un plaisir toujours d'être là et de discuter avec et de monter sur le ring, toi. Et de monter sur... Oui, je me suis entraîné un petit peu. Mais très bien, professeur Saïd Afif, je rappelle, avant de démarrer ce débat sur le ring avec vous, que vous êtes président de la Fédération nationale de la santé, que vous êtes également président de la Société marocaine des sciences médicales, qui regroupe d'ailleurs une quarantaine de sociétés savantes nationales. Débat sur le ring avec vous en 3 rounds thématiques. Premier round, la grève des étudiants en médecine et en pharmacie est-elle légitime? Avec un point d'interrogation. Deuxième round, quel capital humain pour la refonte du secteur de la santé? Et troisième round, enfin, l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Quelle généralisation? Avec quel modèle? Et surtout, quel modèle de financement? Avec un point d'interrogation, compte tenu qu'il y a des populations entières aujourd'hui qui ne sont pas intégrées dans ce processus qui est censé équiper et doter 23 millions de Marocains d'une couverture sociale et sanitaire. Premier round, la grève des étudiants en médecine et en pharmacie est-elle légitime selon vous, Saïd Afif? D'abord, je voudrais spécifier une chose. Je ne suis ni le représentant, ni le porte-parole du ministère de l'Enseignement supérieur, ni celui du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Donc c'est une voix autonome qui s'exprime. Voilà, ceci dit, je suis un citoyen marocain, donc ça m'intéresse. Je suis médecin, lauréat de la faculté de médecine de Casablanca, et je suis fier de dire que je suis lauréat de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. C'est très important. Les facultés au niveau du Maroc forment d'excellents médecins, ça il faut le savoir, puisqu'ils sont demandés à l'étranger. Cette grève, est-ce que selon vous, elle est légitime aujourd'hui? Vous êtes passé par le même cursus il y a quelques années. Et moi aussi, j'étais étudiant, oui, et voilà. Je suis père d'étudiants en médecine, donc je vais parler avec la langue, avec une langue de franchise et de dire oui, mais oui, elle est légitime cette grève des étudiants en pharmacie. Il faut qu'il y ait chaque fois qu'on apporte quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait des concertations avec les concernés. Et il faut que les enseignants, parce qu'on a toujours respecté nos enseignants, on les respecte encore, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu avoir le savoir. Et donc, il faut aussi que les enseignants puissent expliquer aux étudiants à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, pour qu'il n'y ait pas des idées fausses. Les étudiants qui sont mis en grève aujourd'hui ont démarré les pourparlers et les échanges avec le département ministériel de l'enseignement supérieur, avec le département également de la santé depuis mars dernier. Ils considèrent avoir laissé suffisamment de temps, ou en tout cas avoir accordé suffisamment de temps aux consultations avant d'avoir pris cette décision, il y a quelques semaines, d'observer des jours de grève, de se mettre en grève. Donc voilà, est-ce que ça aujourd'hui, est-ce qu'il doit considérer que ces étudiants qui sont en grève aujourd'hui, étudiants en médecine et en pharmacie, on ne leur a pas répondu, on leur a tourné le dos, on a fermé la porte au dialogue? Non, on n'a pas fermé la porte au dialogue, mais je dis, il y a la communication institutionnelle qui passe par l'administration, le ministère, les doyens, mais il y a aussi la communication de nos enseignants. Et cette communication de nos enseignants, elle est très importante. Elle est inexistante aujourd'hui. Elle est inexistante. Il faut expliquer, il faut que ces enseignants puissent expliquer aux étudiants, année par année, voilà ce qu'il va se passer. Et puis, moi, je vous dis, j'ai discuté avec quelques responsables de manière officieuse avant de venir pour avoir le son de cloche des doyens des différentes facultés de médecine. Pour avoir, moi j'ai discuté avec des personnes, mais de manière, je le répète, officieuse, non officielle, parce que je le répète, je ne représente ni le ministère de l'Enseignement, ni celui de la Santé, mais les questions, l'internat va continuer à exister. Le résidanat va continuer à exister. L'année de la 6e année
il va y avoir des modules qui vont venir pour la Quel médecine module de famille. Est-ce qu'il Des est normal modules- qu'aujourd'hui les étudiants en médecine et en pharmacie n'ont aucune visibilité, je reprends leurs termes, et les termes qu'ils ont employés pour motiver je et pour crois. revendiquer leur grève en disant on n'a pas de visibilité, on nous a retiré 1 an, on est passé de 7 à 6 ans. Non, je crois qu'il ne faut pas avoir de dialogue de sourds. Qu'est-ce que nous voulons Nous, comme pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous voulons combler le manque de médecins en réduisant les années, mais pas en réduisant la qualité de la formation. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Non, pas en réduisant. Je vais vous dire. C'est la revendication des étudiants en grève. Pas en réduisant la qualité de. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, et c'est parce que, et on va dans vous deux, surtout le deuxième round, on va parler de la refonte du système de santé. Mais on va justement là-dessus Et dans cette refonte du système de santé, il y a ce qu'on appelle les groupements sanitaires territoriaux. Ça veut dire que ça va être au niveau de chaque région, et donc il va y avoir un élargissement des terrains de stage. Est-ce que les étudiants en médecine, on va y revenir dans le deuxième round, avec des accréditations, avec des cahiers de charges, pour toujours veiller à la qualité de la formation. Est-ce que quelque part nos décideurs sont trop allés vite en besogne? Ils ont réduit le nombre d'années de tout le parcours en fait académique des étudiants en médecine en pharmacie, ils l'ont ramené de 7 à 6 ans, mais qu'en fait tout ce qui est module en fait de formation qualitative, lui il n'a pas été pris en considération. Non, là, nous pouvons, il faut le savoir, nous ne pouvons pas former des médecins qui ne sont pas de qualité. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité de notre État, de nos doyens, de l'enseignement supérieur, du ministère de la Santé. Pourquoi? Parce qu'ils vont soigner des malades. Il faut le savoir. Il ne faut pas... Je vais dire une chose qui est importante. Non, nous avons montré, quelles que soient les insuffisances, que ce soit en personnel, que ce soit en infrastructure, nous avons eu un bon système de santé résilient, puisque nous nous sommes bien sortis durant la période de la Covid. Mais toutes les personnes ont été soignées ici. Ils n'ont pas pris l'avion pour aller se soigner, même ceux qui ont l'argent. Mais quand on voit, on fait ça, Saïd Afif, à l'étranger. Le cahier de revendication des étudiants en médecine, aujourd'hui, ils veulent un rejet pur et simple de la réduction de formation qui a été ramenée à 6 ans. Ils préfèrent revenir à 7 ans. Ils veulent revoir le nombre de postes pour le concours de résidanat, qui est beaucoup plus de postes et surtout beaucoup plus de lieux de stage pour qu'ils puissent effectuer leur stage dans un environnement approprié. Mais c'est ce que je vous dis. Donc, ce n'est pas parce qu'on a réduit le nombre d'années qu'on va être conciliant avec la qualité. Ça, il n'en est pas question. Donc, au niveau des terrains de stage, il va y avoir l'élargissement des terrains de stage. Mais à quelle échéance? Là, parce que le groupement territorial, les groupements territoriaux avaient été annoncés en 2023. Mais c'est en train d'être... Nous avançons, le ministère de la Santé, avec l'ensemble du gouvernement, avance à pas de géant. Il faut savoir que la loi 622 a été votée et tout ce qui va avec est en train d'être voté. On a voté la haute autorité, on a voté l'agence du médicament, l'agence du sang. Donc, ça va, peut-être que ça ne va pas vite pour les... En tout cas, pour les étudiants en médecine, ça va pas suffisamment vite. Voilà, mais c'est pour cela qu'il faut s'adapter avec, et puis, je le dis, qu'il y ait des terrains de stage avec des accréditations. Est-ce que ça peut être fait en 2024? Est-ce que ça peut être fait en 2024? Les groupements territoriaux avec des nouveaux espaces. Bien sûr. Mais est-ce que le personnel encadrant va être suffisant aussi pour encadrer ces étudiants en médecine? Comment de point de vue qualitatif, hein? Non, d'un point de vue qualitatif, mais c'est pour cela que je dis, pour dissiper ces craintes qui sont légitimes, il faut faire entrer un grand joueur que sont les enseignants. Les enseignants doivent rentrer et doivent dire, voilà à leurs chers étudiants, voilà ce qu'il en est.
voilà ce qui va se faire. Et puis les jeunes vont commencer à préparer leur thèse à partir de la 5e année. Et puis, donc, une fois, c'est soit ils sont généralistes, soit ils peuvent faire la spécialité. Mais la médecine de famille ne sera pas une spécialité. Il y aura des modules en 6e année, mais pas une spécialité. Donc, il faut expliquer tout ça. Et puis, le diplôme en 6 ans, il est reconnu de manière internationale, parce qu'en Allemagne, c'est aussi 6 ans. Médecin de famille, effectivement, parce que d'ailleurs, je crois que c'était il y a à peu près une quinzaine de jours, le chef de gouvernement s'est exprimé au Parlement. C'était à la première chambre, si ma mémoire est bonne, et il s'est exprimé sur le médecin de famille. Ça avait été une promesse et un engagement. Le médecin du généraliste, c'est un médecin de famille. Ce médecin généraliste. Sauf que les étudiants en médecine aujourd'hui en pharmacie, ce qu'ils réclament aussi en matière de revendication, c'est que le médecin de famille, les étudiants estiment que les modules, vous avez fait référence à ces modules-là, ne doivent pas être obligatoires, mais doivent être optionnels. C'est-à-dire donner la possibilité à un étudiant et ne pas l'obliger. C'est pour cela que moi je suis mal placé pour discuter de ça. C'est pour cela que je dis, c'est aux enseignants d'expliquer à leurs étudiants le bien fondé de n'importe quelle décision. C'est comme ça qu'on a nous, et je le dis, c'est normal, les choses avancent avec les revendications, et c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas qu'on arrive à faire une grève absolue. Il ne faut pas qu'il y ait de boycott des examens, parce que, en tant que père, moi je connais plusieurs de mes amis qui ont leurs enfants étudiants en faculté de médecine. En 4e année, en 5e année. En 3e, et tout ça, et qui ont des soucis. Donc, il ne faut pas oublier cette composante-là, qui est très importante, que sont les parents. Et donc, il faut que les enseignants puissent rentrer et expliquer. Dialogue, en tout cas, n'existe pas aujourd'hui. Selon les étudiants en médecine, en pharmacie, qui sont en grève, est-ce qu'effectivement certains considèrent que ce qui se passe depuis 2 mois et demi avec les enseignants au niveau de l'école publique pourrait se passer demain avec les étudiants en médecine et en pharmacie? Est-ce que vous partagez cette crainte? Il faut ne pas, dans toute manifestation, il ne faut pas arriver aux extrêmes. Parce que des fois, une mauvaise communication, une concertation insuffisante nous font arriver à des choses, alors que la concertation, la communication, l'explication, et je le dis, je le répète, l'explication. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la grève des enseignants et la grève des étudiants en pharmacie? Non, il y a médecine. Parce qu'il y en a qui considèrent qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a pas de compréhension, il y a beaucoup d'interprétations. Non, il n'y a pas de similitude, mais ceci dit, je le dis, nous sommes pour la concertation et la communication. Il ne faut pas laisser les choses arriver à des stades où on arrive à des grèves continues. Attention à l'escalade. Voilà, c'est ça. Il faut discuter, communiquer, expliquer, lutter contre les fausses informations, dire voilà ce qui est vrai, parce que quand on discute avec certains parents, c'est l'incompréhension la plus totale aujourd'hui. Tout à fait. Et il y a des choses que je viens de dire parce que je l'ai eu par ces responsables à titre officieux, qui vont, s'ils sont expliqués, ils vont dissiper ces malentendus. Deuxième round, justement, pour faire le lien avec cette grève des étudiants en médecine et en pharmacie, quel capital humain pour la refonte du secteur? Ça fait quand même désordre de voir aujourd'hui des étudiants en médecine et des étudiants en pharmacie qui sont en grève. Je rappelle que la grève a été suivie par 90%, 92% des étudiants en médecine et en pharmacie. Quand les gens n'ont pas d'informations. Alors qu'on a déjà un déficit structurel en ressources humaines. C'est pour cela que je dis et j'insiste sur la communication. Parce qu'il y a des choses qui sont faites, il suffit de les communiquer aux étudiants, soit directement, soit à travers leurs enseignants. Les enseignants ont un rôle très, très, très important pour expliquer, parce que... Ils n'assument pas aujourd'hui. Un rôle qu'ils n'assument pas aujourd'hui. Il faut pas, ils n'assument pas. Il faut leur demander de participer à ces explications, de communiquer avec les étudiants, et on va justement préserver ce capital humain, parce que c'est ce capital humain qui est important. D'ailleurs, la loi
de refonte 06-22, le premier pilier, ce sont les ressources humaines. Et il faut ajouter aussi autre chose, nous allons vers la régionalisation avancée. Et ça, c'est important. Ça veut dire que quand vous allez terminer, vous êtes affecté dans la région où vous êtes. Et ça, c'est important. Donc, ça sera une obligation ou ça sera aussi la non, possibilité? vous êtes affecté dans la région où vous êtes pour combler le manque de la région. Et ça, c'est important, de faire cette régionalisation dans le système de santé. Et de dire dans telle région, nous avons besoin de plus de pédiatres, mais dans cette région-là, nous avons moins. Et à ce moment-là, et de toute façon, même dans la fonction de la santé, les gens vont être rémunérés et bien rémunérés. Bien rémunérés, ça ils en doutent aussi parce qu'ils demandent aussi de revoir un petit peu ça. Mais simplement, je vous dis, effectivement, on le sait aujourd'hui, c'est pas vous que je veux le dire, c'est qu'il y a un déficit structurel de professionnels de santé, de médecins infirmiers, tout le monde connaît ce chiffre de 100 000. Certains continents, on est beaucoup plus, malheureusement, on serait beaucoup plus près de 150 000 déficits en ressources humaines et professionnels de santé, médecins infirmiers, mais pas que, parce qu'il y a des spécialités aussi, où il y a des spécialités, où il y a des déficits structurels de professionnels de santé. Est-ce que là, aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas de capital humain suffisamment nombreux en quantité et suffisamment bien formés en qualité, on ne pourra pas réussir la refonte du secteur de la santé? Non, et il faut dire, nous sommes, et Sa Majesté le Roi l'a dit dans son discours, nous sommes un peuple responsable. Et nous l'avons montré durant la période de Covid. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on a tous travaillé comme si on était un seul secteur, que ce soit le public, l'universitaire, le privé, le militaire. Tout le monde a travaillé, comme ce qui s'est passé au cours du séisme. Tout le monde a travaillé, tout le monde il est là. Donc, mais en dehors des catastrophes, catastrophes pandémiques. C'est cette philosophie qu'on utilise durant les catastrophes, ce défi qu'on utilise durant les catastrophes, il faut que ça soit une monnaie courante qu'il y ait un partenariat. Pas forcément. Oui, mais qu'il y ait un partenariat, je suis d'accord. Mais c'est pour cela qu'il faut le mettre en place, qu'il y ait un partenariat public-privé, parce que s'il y a un manque et que le privé est là, on peut aller dans le privé et vice-versa. Pour l'IRM, pour le scanner, aujourd'hui, il y a juste l'achat de services au niveau de la dialyse et maintenant avec le basculement du RAMED dans la CNSS, on va y revenir. On a même, les gens partent maintenant, il n'y a plus d'achat de services puisqu'il a le droit d'être dialysé en étant, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans le système d'Amancom. On va y revenir sur le Tadamol, mais lors du troisième rang. Mais simplement aujourd'hui, plus de 100 000 déficits de ressources humaines en matière de santé. Projet de loi de finances 2024, maintenant qui est devenu une loi de finances et applicable à partir de janvier 2024, le recrutement seulement de 5 500 postes budgétaires dans le secteur de la santé en 2024 et l'annonce de la construction de différents CHU et d'hôpitaux provinciaux en matière de santé. Quand je vois les étudiants en médecine aujourd'hui en pharmacie qui sont en grève suivie par 90% d'entre eux, quand je vois qu'on a un déficit structurel entre 100 et 120 000 médecins et infirmiers, quand je vois que nous avons voté une loi pour permettre à des médecins et des professionnels de santé étrangers de venir exercer chez nous, ça s'est traduit par un flop. Est-ce qu'aujourd'hui on va droit dans le mur dans notre refonte du secteur de la santé parce qu'on n'a pas le capital humain nécessaire? On ne peut pas dire, et je le dis de manière claire, on ne peut pas dire qu'on va dans le mur puisqu'on est en train de mettre en place cette refonte. Il va y avoir une évaluation d'ici un an, une fois que les textes des lois vont sortir, mais en attendant, les gens se soignent, il n'y a pas quand on voit ce qui se passe... Il y a des gens qui arrivent à se soigner et il y a des gens qui ont du mal à se soigner, Saïd Afif. Malheur aujourd'hui. Non. Parce qu'il y a des CHU où il n'y a pas de spécialistes. Il y a des régions aujourd'hui qui sont dépourvues de ressources humaines en nombre et en quantité et en qualité. Quand il y a dans ces régions-là, et nous l'avons dit au niveau de notre collège, qu'on est prêt, que les médecins spécialistes privés sont prêts à aller en vacation dans ces régions où il y a le manque. Moi je crois que d'abord, il faut qu'on sache ce qu'on peut faire avec ce qu'on a.
Est-ce qu'il est nécessaire quelque chose? D'ailleurs, je me souviens, on en a évoqué, débattu, parce que ça fait très longtemps qu'on débat ensemble, Oui. pour Fédération Saïd Afif, et revendiqué à l'époque la mise en place d'une carte sanitaire. Tout à fait. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que lorsqu'on est en pleine refonte et réforme du secteur de la santé, il n'y a toujours pas de carte sanitaire qui a été Il va y avoir. Mais toujours pas aujourd'hui. Il va y avoir, mais vous savez, quand on veut faire une refonte, c'est pas des modifications simples, c'est une vraie refonte, c'est un bouleversement de notre système de santé. C'est vrai mais quand on voit la vitesse avec laquelle maintenant, avec laquelle le ministre de la Santé fait adopter les lois, c'est bien. Il faut. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, ça c'est sûr, mais c'est quand même bien. On ne doit pas l'ignorer. Il faut qu'il y ait une carte sanitaire et il va y avoir une carte sanitaire publique-privée pour chaque région. Donc ça va être quoi? Régional. En 2024, parce que ça fait des années qu'elle est promise. Ça fait Non, des années qu'elle est promise. Non, cette carte sanitaire. Le ministre de la Santé l'a promis en 2024. Parce que le professeur Hosni Louardi, qui a été ancien ministre de la Santé, que vous avez très bien connu. Mais il l'a fait, Stade Louardi, il l'a fait juste pour le public. Quand on fait pour le public, ça ne marche pas, il faut que ça soit fait de manière globale. Et le ministre de la Santé, professeur Khalid Talb, a dit que ça va être fait en 2024. Parce que tant qu'il n'y a pas de carte sanitaire de posée et de clairement rendue publique, on ne peut pas connaître les besoins de chaque région. Mais ils sont en train de déterminer les besoins. Il va y avoir, la Covid aussi a permis la digitalisation avancée. Ils sont en train de travailler sur le dossier médical partagé. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que quand on parle de la santé, on est impatient et on a tout le droit d'être impatient. Dernière petite question avant de passer au troisième round. Comment expliquez-vous que cette loi qui autorise donc les médecins étrangers d'exercer au Maroc, c'est la loi 2021 je crois, de mémoire, n'a pas fonctionné? Comment? Est-ce que c'est on est dans un secteur hyper concurrentiel et que... Non, mais on l'a dit nous avant. D'abord, faisons avec ce qu'on a, parce que... Mais c'est pas suffisant ce qu'on a. Non. Et on arrive. Écoutez. De toute façon, vous l'avez si bien dit, il y a une mauvaise répartition. Il faut aussi qu'il y ait une bonne répartition. Et on arrive avec cette bonne répartition, mais il y a des gens, il y a des personnes qui même dans le privé, qui n'arrêtent pas, alors qu'il y a d'autres personnes qui chôment, qui sont là, qui chôment. Donc, mais pourquoi cette loi donnant la possibilité aux médecins étrangers d'exercer au Maroc n'a pas fonctionné? Je sais que le Conseil de l'ordre des médecins était opposé au départ. C'est quelque chose qui a été validé il y a 2 ans et on n'a toujours pas. Est-ce qu'on n'est pas suffisamment attractif pour les médecins étrangers? Je ne sais pas, peut-être. Mais n'empêche que nous avons notre culture, nous avons c'est-à-dire la manière dont le médecin marocain se comporte avec sa clientèle n'est peut-être pas la même manière que si on amène quelqu'un qui vient, je ne sais pas, de Chine ou quoi. Il y a déjà la langue, il y a beaucoup de choses. Donc, mais il y a plein de pays dans le monde qui font venir des professionnels de l'étranger, ça se passe très bien. Non, ça se passe très bien, mais il leur faut, avant la langue, il faut beaucoup de choses. Très bien, c'est vite dit. Si on n'a pas la langue, si on ne s'adapte pas, mais pour le médecin, moi ce que je veux dire, on a déjà les ressources qu'on a, mais utilisons-les à 100%. Et à bon escient, et surtout faisons en sorte de répondre aux revendications, aux attentes des étudiants en médecine et en pharmacie. Tout à fait. Troisième round, l'assurance maladie obligatoire, sujet toujours d'actualité. Quelle généralisation avec quel modèle de financement? Est-ce qu'aujourd'hui l'assurance maladie obligatoire, c'est le deuxième pilier, j'allais dire, de l'État social avec la réforme de l'éducation? On est bien d'accord? Est-ce qu'il accuse un retard et qu'on est allé beaucoup plus vite dans les annonces, dans les textes, mais sur le terrain, on a l'impression qu'après le basculement des populations extramédistes, c'était en décembre dernier, c'est des millions de personnes qui ont basculé dans le régime. En fait, le reste a du mal à prendre. Les autres catégories de population. C'est les travailleurs non salariés. Entre autres. Et donc, tout à fait. Et donc, nous, en tout cas, en tant que médecins, on a été les premiers. Pourquoi? Parce que le maître mot, c'est la solidarité. Notre système est construit sur la solidarité. Il ne faut pas oublier que nous sommes un pays qui n'a pas beaucoup de moyens. Et malgré ça, grâce à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, ça a été lancé. Et il faut le savoir qu'il y a des gens
qui se font soigner alors qu'ils ont des maladies graves. Heureusement qu'il y a cette assurance maladie, et même parmi la population des médecins, parce que l'assurance maladie, il n'y a pas d'antériorité, et donc c'est important. Maintenant, je crois que là aussi, il faut qu'il y ait une accélération, bien sûr, du registre. Mais qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Du registre. Le registre unifié, ça s'accélère. D'ailleurs, il y a des populations qui sont une bonne chose. exclues du RSU d'ailleurs. Et le ministère de l'Intérieur fait un travail exceptionnel, ça, il n'y a rien à dire. Et donc, ce qui nous importe, c'est de dire, et là, il faut que les représentants des professionnels, notamment les agriculteurs, les artisans, les artisans et tout ça. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance. Non, mais ça, ça vif. Non, parce qu'ils n'adhèrent pas, parce qu'ils n'ont pas confiance. La confiance, on ne peut pas venir, salam alaikum, alaikum salam, et on a confiance. La confiance, ça se gagne. Oui. Et donc, pour gagner cette confiance, il faut que ce soit des gens de leur milieu qui leur parlent, mais avec des exemples concrets et avec un langage simplifié. Et avec aussi, voilà ce que vous allez gagner. Et avec aussi, parce que ce n'est pas forcément le cas d'ailleurs, c'est de préciser le panier de soins, le système de remboursement et le plafond de remboursement. C'est des choses, des informations qui ne sont pas partagées par ces professions aujourd'hui qui n'adhèrent pas à l'AMO. Tout à fait. Et donc, il faut qu'il y ait expliqué pour ramener le maximum de personnes, parce que c'est ça qui va sauver le système d'assurance maladie. Il faut qu'on soit tous dedans, parce que c'est quelque chose, c'est un rêve. D'autres pays n'ont pas pu le faire. Nous, on est en train de le faire. Et ça, c'est important. Il faut qu'on soit solidaire. Et il faut donc aller, comme faire du porte-à-porte, aller chaque communauté expliquer, voilà ce que vous devez. Le travail n'est toujours pas fait, valeur aujourd'hui. Oui, mais je le dis, il faut le faire. Donc il faut appeler ces gens-là, leur dire, s'il vous plaît, voilà ce qu'il en est, le panier de soins, tout ça. Vous dites de faire du voilà porte-à-porte des exemples et du porte-à-porte. Je rappelle, l'objectif, c'est de doter plus de 20 millions de Marocains d'une couverture santé, on est bien d'accord? Donc à un horizon 2026-2027, c'est ça qui était prévu. Oui. Aujourd'hui, on est autour de 10 millions, 12 millions. Là, on est plus que ça. 13 millions, dites-moi, parce que je n'ai pas le compteur. Plus que ça. Parce que les ex-ramédistes qui ont basculé, c'était 10 millions. Si la monte à Damou. Oui. Non, si on était avant, on était à 11 millions. Oui. L'AMO. D'accord. Les assurances privées, 3 ou 4 millions. Donc on est à 14. Et puis les ramédistes, nous sommes passés, comme tu viens de le dire, donc on arrive à peu près à 26-27 millions. Donc, et puis, mais ça, c'est dans les textes. Apparemment, certains considèrent aujourd'hui que dans la réalité, dans les systèmes de remboursement, ça coince, à part ceux qui sont dans le secteur privé, et où il y a la prise en charge, mais pour le reste, ça coince. Non, ça coince pas. J'ai dit pour le reste, ça coince, c'est ce qui c'est. Non, c'est les remontées de terrain. Non, mais ça coince pas parce qu'on le sait. Les gens maintenant qui sont les ex-ramédistes, qui vont maintenant se faire soigner ceux qui ont des maladies graves comme le cancer ou les problèmes cardiaques. Pour les pathologies lourdes, il n'y a pas de souci. Voilà, pour les pathologies mais pour lourdes. Pour le reste, pour tout ce qui est ambulatoire, c'est problématique pour des catégories de population. C'est problématique parce pour se faire rembourser. On l'a toujours dit avec vous, ici, à plusieurs reprises, il faut quand même revoir le tarif national de référence. Il n'a pas bougé depuis 2006. Tout a augmenté. Sauf ce tarif. Le ministre de la Santé. On est à 80. On est à 80 dirhams pour le généraliste et 150 dirhams pour le spécialiste depuis 2006. Ça ne peut pas continuer. Parce que la personne, il ne peut pas donner plus de... Maintenant, le reste à charge pour le patient, il est de 54%. C'est énorme. C'est énorme. Donc c'est pour cela. Et je le dis ici, devant vous, d'abord, ce qui a été étudié, parce que ça a été étudié en 2020, exactement le 13 janvier 2020, il y a eu une signature avec la CNSS, avec un tarif pour la consultation à 250 dirhams pour le spécialiste, à 150 dirhams pour le généraliste, une réanimation à 2500 dirhams et un lit d'hospitalisation à 850 dirhams. Donc tout ça, ça a été fait. Donc
appliquons déjà ce qui a été signé. L'autre levier, le financement, le levier qui va permettre en tout cas, et qui est censé assurer, le seul levier pour assurer la pérennité de l'assurance maladie obligatoire. Est-ce que là-dessus, il faut avoir à l'esprit aussi que cette solidarité va se faire avec l'augmentation la décompensation du gaz butane, la décompensation ensuite qui va venir du sucre et de la farine blanche, et une partie de ces économies réalisées sur le budget de la caisse de compensation va aller au financement de la protection sociale et de l'assurance maladie obligatoire. Est-ce que ça c'est cohérent et est-ce que c'est censé, professeur Saïd Afif? Oui, c'est cohérent, mais en tant que médecin, on doit d'abord baser notre politique d'assurance maladie sur la prévention. Aujourd'hui, nous avons sur les 11 millions qui étaient avant l'AMO, avant les indépendants, 3% consomment 50% du budget de l'AMO. Ce sont les maladies graves, le cancer, les maladies cardiaques, les maladies rénales, le diabète. Donc, il faut, c'est pour cela qu'on demande qu'il y ait une augmentation du tarif de la consultation, qui ne représente que 4% du budget de l'AMO, parce que ça permet aux gens de consulter précocement, de faire des diagnostics précoces, de retarder les complications en ayant un meilleur suivi. Et puis, de l'autre, le deuxième poste qui est celui du médicament, là aussi, il faut augmenter la part du générique, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes qu'à 35%, alors que, par exemple, l'Allemagne, elle est à 80% et la France à 65%. Est-ce que ça veut dire, Saïd Afif, que vous dites que le meilleur levier en fait, pour pérenniser le financement de l'assurance maladie obligatoire, c'est pas d'injecter des milliards de dirhams chaque année, mais c'est plutôt de faire l'effort et de prioriser la médecine préventive et de faire en sorte que nos concitoyennes et concitoyens puissent consulter plus facilement le médecin ou le spécialiste. Et c'est là où tout se joue. Tout à fait. Faire des campagnes de sensibilisation en disant que la médecine est basée sur la prévention. Comme par exemple, on va donner, pour terminer, un exemple criant qui est celui du cancer du col. Il y a un vaccin qui est efficace, qui est le vaccin contre le cancer du col. Ce vaccin-là, il n'est pas cher. Eh bien, vaccinons nos jeunes filles. Comme ça, nous n'avons pas de cancer du col, qui est le troisième cancer de la femme, après celui du cancer du sein et le cancer de la thyroïde. Qui a appelé à la révision du tarif national de référence, le fameux TNR, qui n'a pas été... remboursement des vaccins. Donc il ne faudrait pas augmenter, c'est peut-être pas le bon moment, le bon timing d'augmenter la consultation médicale lorsqu'on voudrait faire en sorte de renforcer la médecine préventive et de faciliter... Non, mais quand vous augmentez... La consultation chez le médecin. Non, la consultation chez le médecin qui ne représente pas grand-chose va permettre de ne pas arriver à des hospitalisations qui consomment beaucoup plus d'argent. Donc on fait des économies d'échelle. Bien sûr. Professeur Saïd Afif, merci infiniment. Merci à vous. Une fois de plus, je rappelle, professeur Saïd Afif, président de la Fédération nationale de la santé et également président de la Société marocaine des sciences médicales, mais je devrais dire aussi et surtout médecin et essentiellement, et plus particulièrement, pédiatre. Oui, et citoyen marocain et fier de son pays. D'abord citoyen et après pédiatre. Voilà. Merci infiniment à vous. Fier de son pays.